Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. L'heure est très très grave pour la République démocratique du Congo, notre pays. Nous sommes avec Kedji, le grand combattant. Kedji, nous sommes avec lui. On va essayer de développer par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Il n'y a pas longtemps, on était avec Kedji. Il n'était pas seul, c'était un groupe de combattants RDC. Bonjour, monsieur Kedji. Bonjour, Pasteur Bobo. Merci encore pour l'accueil de ce jour. Bonjour, bonsoir aux frères et sœurs partout où vous nous regarderez. On vous suit partout à travers le monde. Comment se porte le mouvement RDC? Le mouvement RDC va très bien. Comme on dit toujours, aujourd'hui je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire une petite dérogation, je vais me permettre une petite dérogation par rapport à notre habitude. C'est-à-dire que notre intervention d'aujourd'hui est exclusivement en français. Donc pour une meilleure compréhension de la part du public qui nous regardera. Le mouvement se porte très bien. Nous sommes des soldats du peuple. Hein. Le mouvement RDC est un mouvement des soldats du peuple et on continue de faire notre travail de soldats du peuple. Et c'est pour cette raison que je me permets de me présenter devant vous, Pasteur Bobo, pour faire ce travail de pédagogie envers notre peuple, ce travail de pédagogie que nous, au sein de la RDC, nous estimons nécessaire pour éveiller les consciences des Congolais. Donc aujourd'hui, si je viens vous voir, Pasteur Bobo, c'est vraiment pour partager avec mes frères et sœurs un sujet qui nous tient à cœur. Il y a vraiment des sujets d'actualité qui nous tiennent à cœur. Aujourd'hui, on se rend compte que la RDC, le Congo, notre pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu, est aujourd'hui victime des multinationales, en connivence, bien sûr, avec des pays voisins, en connivence avec la classe politique médiocre de notre pays. Et c'est pour cette raison que je viens discuter avec vous, en parler avec vous, Pasteur Bobo. La médiocrité de la classe politique congolaise pose problème. Mais que faire? On voit trop de prédation. Le Congo, notre pays très très riche, est entouré par 9 voisins. Le pays est tellement riche qu'il y a trop de prédation, trop de multinationales qui travaillent au Congo, qui s'enrichissent. Mais nous restons des pauvres, des guerres, des troubles, des pleurs. Essayez de nous parler un peu, hein, de nous faire un petit rappel par rapport au rôle des multinationales Kedji. Pasteur Bobo, mais cette histoire de multinationales, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Il y a des forces, des groupes de pression, des multinationales qui estiment que le Congo est une concession internationale et doit être, je veux dire, ouverte. Le pays doit être ouvert à tout le monde parce que eux, ils estiment au fond d'eux, et certains milieux économiques sont convaincus que notre pays, le pays de Lumumba, le pays de Kimbangu est une concession multinationale. Mais une concession internationale. Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Je veux juste rappeler à mes frères et sœurs, par contre, si on fait ce constat-là de dire qu'aujourd'hui, notre pays est considéré comme une concession internationale, ils veulent considérer notre pays comme une concession internationale, nous ne devons pas perdre espoir. Cela ne veut pas dire que parce que ceux-là, ces milieux économiques, ces multinationales considèrent que notre pays est une concession internationale, que nous devons accepter cela. Je vais vous donner l'exemple d'un pays, la Chine, qui a à peine le siècle passé, dans les années 30, dans les années 20, 40, était considéré comme un territoire international. Shanghai était connu pour être un territoire international où tout le monde venait faire ce qu'il voulait.
Donc cette histoire de considérer notre pays comme une concession internationale où tout le monde a le droit de venir, une sorte de Far West, ne date pas d'aujourd'hui. On part de là, depuis le Congo, l'État indépendant du Congo. Depuis le jour où ils sont décidés à Berlin de se partager l'Afrique, la création de l'État indépendant du Congo, qui est quand même très grave. Vous imaginez que des grandes puissances de l'époque, comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, se mettent en commun, comme un seul homme, pour décider qu'on devait donner ce grand territoire à un roi, un petit roi, d'un petit royaume qui était la Belgique, un petit roi venant en plus de la Grande-Bretagne. Donc il y avait bien une intention derrière d'organiser le chaos, de faire que cet État-là ne soit pas un vrai État. Congo belge, après l'État indépendant du Congo, on est passé au Congo belge. On a vu que ça n'a pas changé, les choses n'ont pas changé. À l'indépendance, on a vu quoi? On a vu des forces étrangères organiser le chaos. Ils ont organisé le chaos jusqu'à ce jour où on a cette imposture à la tête du pays. Donc tout ça correspond est une illustration d'un processus étudié, d'un chaos organisé pour mettre ce pays à terre. On aura une autre occasion pour en discuter, si vous voulez, pour rentrer en détail. Mais voici quelques éléments pour expliquer à nos frères et sœurs que la situation du pays n'est pas un hasard. C'est un chaos organisé. Il y a des milieux très structurés, très rigoureux qui organisent le chaos au Congo. Une question qu'on m'a donné pour vous poser par rapport au Rwanda. Comment le Rwanda est aujourd'hui les premiers producteurs du coltan? Vous l'avez révélé, cela avait fait beaucoup d'écho, le rôle des multinationales. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier producteur du coltan du Congo. Oui, mais le Rwanda, comme je l'avais dit, je l'ai rappelé, c'est une illustration de cette connivence entre ces multinationales et certains pays voisins avec le concours de notre classe politique médiocre. Le Rwanda n'est qu'un épiphénomène dans cette histoire-là. Le Rwanda joue son rôle. Il y a ces forces-là obscures qui utilisent le Rwanda pour passer et prendre possession des richesses du Congo. Concrètement, toute la production du coltan, même si on parle du coltan aussi qu'aujourd'hui le Rwanda est devenu le premier producteur en Afrique de ces minerais-là, le traitement même de ces minerais, la transformation de ces minerais en produits finis ne se fait pas au Rwanda. Tout cela ne se fait pas au Rwanda, ça c'est bien à l'extérieur. Donc il y a bien un réseau mafieux, hein, si on veut, parce qu'ils savent au fond d'eux que ces minerais provenant du Rwanda ne viennent pas du Rwanda, parce que le Rwanda, je vous l'avais démontré la dernière fois, concrètement, le Rwanda n'a pas la capacité à pouvoir dire que ce pays est producteur. Donc ces gens qui achètent les minerais au Rwanda savent très bien que le Rwanda n'est pas le possesseur, le propriétaire de ces minerais. Mais donc c'est un réseau mafieux dans le but d'organiser un chaos au Congo et pour que ces multinationales, ces entreprises puissent acheter à vil prix les biens, les ressources du peuple congolais. Si on pourra accuser les autres, c'est toujours les autres, mais comment on prend le cas des passeports congolais? Là, ça énerve, là c'est grave. Comment un pays peut escroquer sa propre population? Quel rôle jouent les multinationales par rapport au passeport congolais? D'autres proposaient $25, d'autres $30, mais le pays a préféré 185 $. Est-ce qu'ils étaient liés jusqu'au cou? Est-ce qu'ils étaient coincés? Ou c'est notre faute? Alors, Pasteur Bobo, démontrer qu'il y a une connivence entre les États voisins, nos frères africains,
et ces multinationales et ces secteurs économiques qui organisent le cas au Congo n'a rien d'une... c'est pas une plainte, on n'est pas en train de se plaindre. Notre génération n'est pas dans cette génération qui est en train de se plaindre, qui dit que la faute c'est les autres, l'enfer c'est les autres. Et non, on n'est pas dans la plainte, on n'est pas en train de demander la pitié. On est juste en train de dire la vérité. Donc dire la vérité n'est pas forcément se plaindre. Concernant l'histoire de passeport, donc je demanderais vraiment... Vous pouvez nous démontrer clairement, parce que vous, quand vous parlez, vous avez des preuves, des démonstrations. Essayez de nous démontrer qu'il y a un problème par rapport au passeport congolais. Je vais essayer, mais de manière rigoureuse, de démontrer. Donc, je vais demander l'attention de mes frères et sœurs qui vont nous suivre. Je vais essayer de démontrer pas à pas cette histoire-là. Et vous verrez que derrière, on en revient toujours aux mêmes auteurs, c'est-à-dire des multinationales qui utilisent soit des pays voisins, ou soit les ressources locales, les ressources humaines locales, donc notre classe politique médiocre ou certains Congolais, pour atteindre leurs objectifs. Donc je vais vous démontrer ça. Je vous vraiment demanderai attentivement de suivre cette démonstration. Donc pour le cas du passeport, le cas des passeports congolais, donc qui est une grosse escroquerie envers un peuple qui est déjà appauvri. Les gens, je ne vous l'apprends pas, Pasteur Bobo, le salaire moyen au Congo n'atteint même pas 100 $. Le salaire moyen au Congo est aux environs de 45 $ pour ceux qui travaillent et encore s'ils arrivent à le toucher. Donc vous avez un gouvernement qui dirige le pays par défi, qui a décidé que le passeport devait avoir ce prix-là. Mais 185 $, c'est le meilleur des cas. Il y a des pays où le passeport congolais, vous allez en Afrique du Sud par exemple, pour avoir le passeport biométrique congolais, vous allez trouver ça dans les 400 $. Donc ici en Belgique, si vous allez en Anvers, le passeport congolais était aux alentours de 250 $, 270 €. Donc largement au-dessus même des 185 $ dont on parle. Mais on va partir quand même du principe dans ma démonstration de ces 185 $. Dans les 185 $ du prix, on a 65 $ qui allaient à l'État. Donc 35% des 185 $ qui allaient à l'État. 120 $ restants étaient pour Semlex, étaient envoyés, donc suivez-moi très bien mes frères et sœurs, étaient envoyés à Semlex Monde. Semlex Monde, c'est la fameuse société belge, c'est la fameuse multinationale, parce que Semlex Monde, Semlex Europe existe, Semlex Europe a son siège ici à Uccle, 384 avenue Brugman. Par contre, il y a Semlex Monde qui existe et qui a son siège dans les Émirats Arabes Unis. Donc on est bien dans le cadre d'une multinationale, donc une entreprise éparpillée sur plusieurs territoires. Donc 120 $, donc la majorité du montant payé par les Congolais, allait directement à cette multinationale. Donc dans les 120 $, comment s'est organisée la mafia? 60 $ aller pour la compagnie offshore. Donc la compagnie offshore, c'est en termes économiques, la offshore, c'est une entreprise qui est généralement créée dans un paradis fiscal, qui se trouve dans un territoire étranger. Une société offshore créée par la sœur de celui qui dirige le pays par défi. L'imposteur qui dirige le pays par défi. Qui qui dirige le Congo aujourd'hui? Vous avez des preuves là, parce que... Les preuves sont données par des journaux, par des journalistes sérieux, reconnus pour leur sérieux. Cette information, Pasteur Bobo, est dans le journal Le Soir. Le journal Le Soir, vous connaissez quand même le sérieux de ce journal. Et dans la Libre Belgique, cette information est dans la Libre Belgique. Et cette information est dans Le Monde. Le Monde qui n'est quand même pas l'un petit journal dans le monde. Donc l'information est sérieuse, confirmée. 60 $ allaient à la société offshore, à la société bidon, à la société créée dans un paradis fiscal par la sœur de celui qui dirige par défi le pays. 48 $ allaient à Semlex. Semlex, donc la société belge qui est basée ici à Uccle, à Bruxelles, en sachant que 48 $, une autre société belge, Zetex,
qui aujourd'hui fournit les cartes d'identité en Belgique. Donc aujourd'hui en Belgique, les cartes d'identité sont sous forme de puces, comme des cartes de banque de puces électroniques. La fameuse société ZTEX avait dit qu'elle pouvait fournir ces passeports-là pour 28 dollars et demi. Donc la société ZTEX, qui n'est pas une œuvre de charité, c'est une entreprise commerciale, ils ont dit qu'avec 28 dollars, eux, ils étaient capables de gagner de l'argent, de faire nos passeports et en plus de gagner de l'argent. Je vous laisse continuer. ZTEX, n'oubliez pas qu'on a un mauvais souvenir par rapport aux ZTEX. C'est eux qui voulaient falsifier l'élection. C'est eux qui ont falsifié avec l'abbé Malo le fichier électoral 2006. ZTEX, c'est un nom que les Congolais connaissent très bien, ZTEX. Tout à fait, Pasteur Bobo, vous faites bien de le rappeler. Donc c'est toujours ce conglomérat-là de sociétés étrangères, de sociétés multinationales qui gravitent autour de ce régime corrompu. Donc vous faites très bien de le rappeler, Pasteur Bobo. Donc 48 dollars allaient pour Semlex et 12 dollars allaient pour une soi-disant société à Kinshasa. Donc il faudrait retrouver cette société à Kinshasa. Pour quelle raison touche 12 dollars. Donc si vous creusez encore dans les 12 dollars là, vous verrez que c'est une société qui appartient encore à la femme ou au frère ou au cousin de celui qui dirige. Ils touchent 12 dollars par passeport. Parce qu'ils ont du personnel qu'ils ont mis à disposition. Il faut les payer parce que c'est des Congolais. À Kinshasa, je vois pas quel est le lien avec le passeport congolais. Le passeport congolais, il est fabriqué ici en Europe. Les informations sont envoyées électroniquement en distance, donc comme vous utilisez là, mes frères et sœurs, Internet, donc où que ce soit, où que le consulat ou l'ambassade soit dans le monde, ils envoient des informations sous forme électronique qui arrivent en Belgique, qui sont traitées. Et je ne vois pas là où interagissent ces gens-là à Kinshasa qui touchent les 12 dollars. S'il y a une interaction, qu'ils nous le disent, qui s'ils nous regardent, ben, qui passent et qui nous disent comment cette interaction. Moi, connaissant ce secteur de l'informatique et de l'IT, les informations partent de loin en utilisant le réseau Internet pour arriver en Belgique. Donc, moi, je ne vois pas l'intervention manuelle ou quoi que ce soit de quelqu'un qui se trouve à Kinshasa. Donc, Pasteur Bobo, ça c'est un premier cas. Ça c'est un premier cas pour dire, donc vous avez parlé de Semlex, parlé de ZTEX. Donc vous voyez que c'est un conglomérat, c'est une nébuleuse de sociétés, des multinationales qui se réjouissent comme ça de la misère du peuple congolais, qui sont décidés à paupériser sérieusement, à rendre le peuple congolais plus pauvre qu'une année, ce conglomérat de multinationales avec la complicité des enfants du pays et de ce régime corrompu. Je vais vous donner un deuxième exemple, Pasteur Bobo, parce que bon, si on s'arrête qu'à l'exemple du passeport, on va dire, bon, ok, bon, non, ce n'est pas un hasard. Cette affaire du passeport n'est qu'une illustration de ce qui se passe. C'était qu'une illustration. Donc pour compléter mon propos, je vais vous donner un autre exemple d'une société que tout le monde connaît, que nous tous Congolais connaissons très bien. C'est une société que nous chérissons, la GECAMIN. Je veux vous dire aujourd'hui, poser la question à ceux qui sont au Katanga aujourd'hui. La GECAMIN aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la GECAMIN que nous avions connue? La GECAMIN, c'est-à-dire l'union minière qui faisait la fierté du Congo belge et même de l'État indépendant du Congo, qui produisait des minerais à ne plus en savoir, qui avait fourni de l'uranium pour fabriquer la première bombe atomique. Donc voilà, qu'est-ce que cette société est devenue? Alors, la GECAMIN. Donc, je vais essayer de démontrer encore là une fois ce mécanisme de paupérisation du peuple congolais. Comment ça se fait que la GECAMIN est devenue dans cet état? Donc généralement ça se passe comment? Il y a un proche de Kabila, un homme de main, un homme de paille, appelez-le comme vous voulez, qui crée une société offshore. Je vous avais dit, une société offshore, c'est une société qui est créée dans un paradis fiscal. Je vais vous citer quelques paradis fiscaux. Il y a le Panama, il y a les îles Vierges, il y a le Bahamas, il y a les îles Caïmans, il y a le Bermudes, Barbade, Grenade et les Pays-Bas. Les Pays-Bas, aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous devez savoir, vous, nos frères et sœurs qui habitez aujourd'hui les Pays-Bas, vous devez savoir que les Pays-Bas est considéré comme un paradis fiscal. Donc cet homme
de paille, ce proche de Kabila, va faire quoi? Il va créer une société dans ce territoire-là. Deuxième étape du mécanisme, Kabila lui-même ou un de ses hommes de main, hein, un de ses généraux ou le chef de ses services de renseignement va demander à ce qu'on vende, que la Gécamine cède une partie de ses parts, de ses mines à cet homme de paille, à ce proche de Kabila qui a créé sa société dans une société offshore. Mais les Congolais, comme nous sommes d'habitude, on va s'agiter parce que nous avons une mémoire très courte et une mémoire de poisson rouge. Beaucoup vont s'agiter quand ils vont entendre que je dis ça. Mais je veux vous donner le nom d'un personnage et pour lequel je suis souvent passé chez vous, Pasteur Bobo. Non pas parce qu'il y a un problème personnel avec ce personnage. C'est juste parce que notre génération a décidé de dénoncer tous ces gens-là. Nous avons décidé, nous voulons faire émerger une nouvelle élite au Congo. Nous sommes décidés à faire émerger une élite qui va transformer et sortira ce pays de la misère. Et donc, il est de notre rôle de dénoncer ces genres de personnages. Je vais parler de Katumbi. Katumbi fait partie de ceux qui ont bénéficié de ces mécanismes. Katumbi a racheté, donc via une société offshore, racheter des parts de la société du Gécamine. Donc il y a Katumbi, il y a Dan Geckler par exemple. Dan Geckler, le juif orthodoxe qui est proche de la famille Kabila, ils ont racheté des parts de la Gécamine à un montant inférieur au prix du marché. C'est-à-dire ils achètent des parts, ils achètent des mines, disons, allez, pour 10 millions de dollars, alors que la valeur de la mine ou des parts de la Gécamine valent beaucoup plus que ça. Donc ça, c'est le deuxième coup dans le mécanisme. Donc on crée d'abord une société offshore, on cède à un proche de Kabila des parts de la Gécamine. Dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je voulais citer quelques exemples concrets de ces sociétés offshore qui ont été créées. Il y a par exemple SMKK, ça c'est une société, vous pouvez vérifier, c'est une société offshore qui existe, qui avait racheté des parts de la Gécamine. On parle de Florette, donc c'est une société qui est enregistrée ici dans les Pays-Bas, qui appartient à la famille Geckler. Donc, petite parenthèse, Pasteur Bobo, c'est que la plupart de ces paradis fiscaux, vous remarquerez que ces paradis fiscaux ont un lien direct ou indirect avec la Grande-Bretagne. Donc quand je vous parlais du Panama, quand je vous ai parlé des îles Vierges, des Bahamas, des îles Caïmans, tous ces paradis fiscaux ont un lien avec la Grande-Bretagne ou Londres. Donc, dans un troisième temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on cède des parts de la Gécamine et la nouvelle société, évidemment, qui n'a aucun objet industriel, va... Madame, vous pourriez... Mais j'étais d'accord. Moi, j'analysais les marchés du pétrole, moi. Je suis économiste et français. Paname. C'est le monde. Oui, madame, mais... Et l'amour, on a besoin d'amour. Donc, tous les chiffres, on a besoin d'amour. La paradis fiscal, je ne suis pas venu ce paradis, monsieur, mais on a besoin. On a besoin de l'amour avec les papiers aussi. Mais excusez-moi, je veux... Merci beaucoup. Et Nelson Mandela, il ne faut jamais oublier, Nelson Mandela, 27 ans en prison, il a réussi. La liberté. Merci beaucoup, c'était en direct. Elle a voulu participer un peu. C'est extraordinaire. Elle suivait. Tu vois, on vous suit et vous avez même bouleversé une dame qui vous suivait. Voilà, donc les aléas du direct. Il y a la dame qui était intéressée par ce qu'on disait. Voilà. Donc je vais essayer de revenir, de me reconcentrer sur ce qu'on disait. Donc, dans un troisième temps, la société offshore va racheter des parts à la Gécamine. Évidemment, cette société offshore
SMKK ou Florette n'ont aucun projet industriel. Leur but, ce n'est pas de transformer en produit fini le cobalt, l'uranium, le manganèse, le cuivre de notre pays. Leur but de la Gécamine, leur but n'est pas du tout industriel. Ils sont dans un but purement spéculatif. Ils sont dans un pur objectif de gagner facilement de l'argent. Et donc la nouvelle société va faire quoi? La nouvelle société offshore va faire quoi? Elle va attendre que le marché des matières premières monte. Donc ce qui est arrivé concrètement avec M. Katumbi, c'est ce qu'il a concrètement fait. Ils vont attendre que les prix des matières premières montent. Et à partir de là, cette société qui n'a aucun projet industriel, qui n'est pas là pour développer le Katanga, qui n'est pas là pour développer ce qu'ils ont acheté, ils vont revendre à une société, une société major. Donc dans les sociétés major, et petite remarque, toutes ces sociétés major, il faut s'en rendre compte que toutes ces sociétés major sont aussi basées à Londres. Donc, il y a Glencore, par exemple, qui est basé à Londres, ou le ENRC, qui est une société aussi qui a un grand major, et qui sont toutes basées à Londres. Donc, vous voyez que tout, à chaque fois, on est en train toujours d'aller vers l'Angleterre, tout tourne toujours autour de l'Angleterre. Et ce n'est pas pour rien que si vous entendez des gens qui sont souvent en Angleterre, des politiciens là, dans les gens du système qui sont en train de paupériser les Congolais qui sont souvent en Angleterre, vous les entendez en Angleterre, ils savent pourquoi ils sont là. Parce que c'est là que se décide tout ce système, que ce système se gère. Donc à partir de là, ils vont attendre que le prix du marché augmente et ils vont revendre à ces sociétés, à ces majors. Donc, par exemple, pour le cas de SMKK, pour des mines qu'il avait achetées à 10 millions de dollars à la Gécamine, ils l'ont revendu pour plus ou moins 75 millions de dollars, donc avec 65 millions de dollars de bénéfices. 65 millions de dollars de pertes pures pour la Gécamine d'abord et pour le peuple congolais et l'État. Donc, dans tout cela, Kedji, on le suit. Est-ce qu'il y a des actions judiciaires? Est-ce on peut laisser toutes ces choses continuer jusqu'où nous, on le fait dénoncer, mais eux, ils ont des milliards. Non, on doit d'abord dénoncer pour faire de la pédagogie, et c'est le but de notre présence ici. On fait de la pédagogie, on explique d'abord à la population congolaise, et entre-temps, on agit. Donc concrètement, nous avons décidé, et c'est un message que je vais passer à ces multinationales, vous savez, vous serez toujours les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus pour travailler chez nous. Mais arrêtez de nous considérer, arrêtez de considérer notre terre comme une concession internationale où vous avez le droit de venir puiser et de tout faire. Parce que si vous continuez dans cette politique destructrice qui n'est ni bénéficiaire ni pour vous ni pour nous, vous nous trouverez sur votre chemin. Venez travailler avec les Congolais, venez parler avec les Congolais et nous, le but, ce n'est pas de manger notre cuivre. Personne ne va prendre le cuivre et manger le cuivre. Nous, le but, c'est de transformer le cuivre, que notre cuivre donne du travail. Donc, on aura de toutes les façons besoin des technologies et des financements peut-être venant de l'étranger. Mais venez travailler avec les Congolais. Si vous continuez dans ce chemin d'organiser le chaos pour que vous puissiez prendre nos ressources à vil prix, vous nous trouverez sur votre chemin. Donc aujourd'hui, on est lancé dans une démarche judiciaire contre la société Semlex. Il y a une plainte judiciaire qui va être introduite incessamment auprès du procureur du roi. Je vous rappelais, Pasteur Bobo, qu'il y a même l'État, tellement que cette affaire est grave, le gouvernement, enfin la justice, le parquet de Bruxelles a décidé d'ouvrir une information judiciaire pour cette affaire-là. Donc on est dans une affaire très grave d'escroquerie en bande, de blanchiment d'argent, qui est une affaire très très grave, qui est prise au sérieux par les autorités belges. Donc aujourd'hui, il y a une information judiciaire qui est ouverte par le parquet contre cette société. Et donc, en plus de cette information ouverte par le parquet belge, nous, Congolais, nous, la RDC,
Au nom du peuple congolais, avec quelques amis, quelques autres associations, nous avons décidé de porter plainte aussi. Donc, dans les jours qui suivront, on vous tiendra au courant de la suite de cette plainte judiciaire qu'on va introduire au nom du peuple congolais. Il y a une deuxième action qu'on est en train de mener. Ça sera un sit-in. Donc, ce vendredi 28 avril, à partir de 14 h, 384 avenue Brugman. On voulait annoncer, donc en dehors de la plainte judiciaire qu'on va rentrer, en dehors du sit-in qui est organisé ce vendredi 28 avril au 384 avenue Brugman. C'est un appel du cri aussi. Donc la troisième chose que je voulais vraiment adresser à mes frères et sœurs, c'est un cri du cœur en disant, voilà, vous avez fait confiance à des politiciens corrompus, à des conglomérats d'escrocs. Vous avez fait confiance, mes frères et sœurs, vous avez donné votre confiance à des mangeocrates. On voit exactement le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, comment on se joue d'eux. Et alors que nous avions prévenu que tout ça allait se finir comme ça, maintenant, osez. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, osez, osez la résistance. Osez la résistance, résistons. Il n'y a aucun peuple qui a eu, qui a acquis sa liberté parce que les autres peuples, parce que quelqu'un aura décidé en Angleterre, à Washington, à Bruxelles, en France, que lui, ok, on va vous faire que vous vivez bien. Résistons. Il n'y a que nous-mêmes, nous Congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbangu, fils de Kimpavita. Il n'y a que nous-mêmes qui pourrons dire assez, assez, résistons. Et sortons notre pays dans le tas où il est. Je vous ai donné aussi quelques exemples de comment le pays est en train d'être traité par ces multinationales, à connivence avec les pays étrangers, les pays voisins et nos frères qui sont au Congo. Voilà, personne ne peut continuer à ce que, ne peut vouloir à ce que cette situation perdure, où le Congolais est devenu un étranger chez lui. Le Congolais est devenu un étranger chez lui. On fait tout pour paupériser le Congolais qui n'a plus grand-chose. On est en train même de prendre l'argent du Congolais qui est pauvre. Cela doit s'arrêter. Voilà, Pasteur Bobo, ce que j'avais à dire à mes frères et sœurs aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était très profond. C'est toujours un plaisir pour nous de vous écouter, combattant Kedji. Pour terminer, on vous suit, on peut vous laisser une minute. Si vous avez un petit message que vous voulez faire passer à nos compatriotes, vous pouvez le faire maintenant. Que faire une minute? Que faire après avoir écouté de tels propos, de telles révélations? Que faire? On vous écoute, on termine ici. Que faire? Organisons-nous, comme je viens de dire. Structurons-nous. Organisons-nous, résistons encore, résistons les gens. C'est un appel du cœur, les gens, résistons. La liberté ne se donne pas, elle s'acquiert, résistons. On avons un grand pays, nous avons hérité d'un grand pays. Vous et moi je n'ai pas fait le choix d'être congolais. Vous n'avez pas non plus fait le choix de naître ou d'être congolais. Donc, c'est un héritage commun qu'on a eu de nos pères, de nos mères, de nos ancêtres. Cet héritage-là, on doit pouvoir le céder à nos enfants. Résistons, osons les gens, osons, et ce pays-là, on en fera un grand pays. Dernière petite chose, sit-in le vendredi 28 avril à Bruxelles, devant la société Semlex. On va démontrer à ces gens-là que le peuple congolais, quand il est debout, il est debout. On va être là très nombreux devant cette société et on leur dira ce qu'on aura à leur dire. Rendez-vous vendredi 28 à partir de 14 h, 384 avenue Brugman. Merci, Pasteur Bobo. Merci beaucoup, Kedji. Organisons-nous et résistons. À la prochaine. Merci.